Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je vais juste partager mon écran euh, et lancer mes diapos. Hop. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'incertitude, de comment est-ce que l'incertitude module notre interaction avec le monde. Euh, Parce que s'il y a une chose qui est sûre avec le Covid, c'est qu'on est incertain de beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, et c'est très important pour moi de commencer par une sorte de préambule, d'expliquer qu'il ne faut pas tomber dans un piège très commun quand on parle d'incertitude, qui est la fausse équivalence, de croire que si on est incertain, tout se vaut. Et j'expliquerai un peu pourquoi l'incertitude est quelque chose qui est sur une sorte de continuum. On peut être plus ou moins incertain. Et pour Covid, il y a certains sujets où on est vraiment très incertain, ou d'autres où on a été très rapide à être certain, comme par exemple identifier le virus, pouvoir séquencer son ADN, créer des tests qui peuvent tester pour le virus. On n'en parle pas assez et je voulais commencer par ça, d'expliquer les choses dont on est relativement certain, en sachant qu'il y a quelques temps, peut-être 10, 20 ans, une situation similaire, on aurait pu mettre des mois avant même de pouvoir trouver un test et encore moins de pouvoir séquencer l'ADN du virus, donc dans ce cas-là l'ARN. Mais c'est important déjà de commencer par ça. Mais avant de parler directement d'incertitude, je veux commencer par vous poser une question dans des situations certaines. Parce que l'incertitude fait que chacun de nous peut imaginer ce qu'il veut, mais en général, imaginer qu'on n'est pas dans une situation incertaine, on peut se poser la question de déjà, quand on n'est pas incertain, pourquoi on ne pense pas tous la même chose? C'est-à-dire, on partage tous une réalité commune, on partage tous un monde en commun, on peut lire les mêmes magazines comme Philosophie Magazine, regarder les mêmes films, lire des livres similaires, et même malgré ça, on n'arrive pas à avoir une opinion vraiment unique. Tout le monde critique souvent la pensée unique, mais quand on regarde, la pensée n'est pas du tout unique. Et ma question, c'est un peu pourquoi. Et il y a deux raisons qui sont évidentes que je vais essayer d'éliminer. On va faire une sorte d'expérience de pensée. La première, c'est qu'on a un matériel génétique très différent les uns des autres. Et donc, on n'a pas la même structure, donc on ne va pas arriver au même résultat. Et la deuxième, c'est qu'on a des environnements très différents les uns des autres. Et là aussi, j'ai pas le même vécu. Moi, par exemple, j'ai grandi au Liban. Je vais avoir des références très différentes de quelqu'un qui a grandi, je sais pas, en Argentine, par exemple. Mais je veux qu'on imagine une expérience de pensée parce que par cette question, je veux mettre en évidence quelque chose, une des propriétés de notre cerveau. Euh, je veux que vous imaginiez que quand je suis né, j'ai eu un frère jumeau qui est né avec moi, qui a donc le même matériel génétique, et sur lequel on a mis une sorte de sort, un sort magique, qui fait que moi et mon frère, on ne peut pas s'éloigner l'un de l'autre de plus de 1 mètre. On est genre encerclés par une sorte de boule magique qui ne nous permet pas de s'éloigner de plus de 1 mètre. Et pour que l'expérience de pensée fonctionne bien, j'ignore son existence et ignore la mienne. C'est-à-dire, si vous nous regardez, vous voyez juste une seule personne. Vous ne savez pas qu'on est deux. Euh, et le but de cette expérience de pensée, c'est de faire une sorte de design où on a le même matériel génétique et on a sensiblement le même environnement. On est à 1 mètre de différence l'un de l'autre. Donc nos parents nous parlent de la même manière, ils nous habitent de la même manière, on a la même éducation. Je vois que quelqu'un écrit l'éducation modifie le prisme. On a la même éducation, on regarde les mêmes films, on lit les mêmes livres, on a les mêmes discussions, on a les mêmes potes. Bref, on a la même vie. Et ma question pour vous, c'est est-ce que ces deux personnes, moi et mon frère jumeau, est-ce qu'on pensera à la même chose? Et beaucoup seront tentés de dire oui, mais une des grandes découvertes en neurosciences et en sciences cognitives, c'est que probablement ça sera non. Et la raison pour laquelle c'est non, c'est une raison biologique de notre construction, c'est que pendant longtemps, à cause de la philosophie, en grande partie, on a séparé le corps de l'esprit, comme les modèles dualistes de Descartes ou la religion ou des choses comme ça. Et on a tous conscience des limitations de notre corps. Je peux pas sauter par la fenêtre, par exemple. Je peux pas porter une voiture. Mais on a laissé s'installer un récit que l'esprit, lui, était sans limite. Et ce qu'on a découvert en science, en neurosciences, c'est qu'au contraire, notre esprit est très limité. On a deux limites biologiques très importantes. La première, c'est que notre attention est partiale, donc je peux pas tout percevoir. La deuxième, c'est que mon attention est limitée. Je peux pas faire attention à tout. J'ai une mémoire euh, 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 qui n'est pas illimité. Et trois, l'environnement, le monde est très complexe. Donc, par exemple, si moi et mon frère, jumeaux, on a le même matériel génétique, on vit la même vie, mais on va au cinéma, on regarde le même film. Il suffit juste que moi, je cligne des yeux à un moment et lui pas, ou que moi, je regarde ailleurs dans l'écran et lui pas, ou que moi, je m'intéresse à une scène où lui, il est en train de parler avec quelqu'un, par exemple, pour que ça commence à diverger. Et à chaque divergence, on va
se séparer encore plus. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas un monde en commun, c'est qu'on ne peut pas tout stocker. Je peux pas être au courant de tout. Par exemple, si je prends un livre ici, je sais pas ce que j'ai comme livre là. Si je prends un livre d'Umberto Eco et je vous dis de lire la 4e de couverture, vous n'allez pas la retenir. Même un texte aussi petit que ça, vous n'allez pas le retenir. Vous allez peut-être retenir quelques mots et d'autres mots. Et c'est cette capacité à ne pas pouvoir stocker toutes les informations du monde qui fait que selon quelle partie du monde, à quelle partie du monde on prête attention, on va commencer à avoir des opinions très, très divergentes. Je vous donne un exemple juste pour illustrer combien notre psychologie est limitée. Ce jeu, vous le connaissez tous, on peut le jouer parce que nos ressources attentionnelles sont très, très limitées. Il faut trouver donc Charlie, c'est une personne parmi toutes ces personnes, et on peut passer vraiment de longues minutes à chercher sans nécessairement pouvoir le trouver parce que notre attention est limitée. Je dois aller, je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris sur l'écran, mais je dois aller checker chaque visage parce que mon attention est limitée. Alors que si j'agrandis les stimuli, si j'aide mon attention, par exemple, imaginez sur une table, je mets 50 pommes et une banane, et je vous dis on va trouver la banane, ça sera hyper facile. D'ailleurs, les machines, par exemple, ont une attention un peu plus importante que la nôtre. Regardez donc, par exemple, cette machine. On lui a donc Charlie s'appelle en anglais Waldo. Il faut trouver Waldo. Et une machine avec des ressources attentionnelles un peu plus grandes que nous, pas beaucoup plus grandes que nous, un peu plus grande que nous, est capable de faire quelque chose que notre cerveau n'est pas vraiment capable de faire. Donc, on donne à la machine une main et un bras. C'est assez drôle comme expérience. Il monte la page qu'on était en train de regarder et la machine peut analyser tous les visages d'un coup. Elle n'est pas obligée d'aller checker chaque visage, tous les visages d'un coup et dire voilà Charlie, c'est quoi ce jeu, c'est complètement stupide. Et nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on a ces ressources limitées. Et donc, par exemple, si moi je suis hyper intéressé par une maladie parce qu'elle a touché mon grand-père et vous connaissez personne qui a été touché par cette maladie, vous allez complètement ignorer son existence. Ces divergences de capacité d'appréhender les problématiques du monde sont peut-être la phase initiale de pourquoi on a une divergence d'opinion. Pourquoi deux personnes peuvent lire le même article et comprendre deux choses différentes. Lire le même texte, voir le même film et avoir des opinions très différentes, c'est parce qu'on ne stocke pas tout de la même manière. Et je reviendrai sur l'importance de ces notions encore plus en situation d'incertitude. Parce que déjà, dans les situations certaines, c'est compliqué, alors que quand c'est incertain, ça devient beaucoup plus... l'écart devient beaucoup plus grand à cette capacité à créer un monde en commun. Ne pas pouvoir tout stocker nous pose une deuxième question qui est un peu le fruit de la majorité de mon travail. Moi, je travaille sur comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. On appelle ça l'épistémologie. Comment est-ce que je peux savoir que je sais ce qu'on sait? Et pendant longtemps, dans l'histoire de l'humanité, on n'avait pas vraiment de méthode commune sur comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance. On utilisait ce qu'on appelle des explications intuitives. En gros, l'explication la plus intuitive qui relève de la médecine, c'est celle-ci, c'est la saignée. La saignée, on a utilisé la saignée pendant à peu près 2000 ans, pas 100, pas 200, pas 300, basée sur une explication hyper intuitive qui dit, si j'ai une maladie dans mon corps, le plus simple, c'est de vouloir la sortir. Du coup, je coupe, je fais couler le sang, j'attends un peu, puis je recoupe, et j'attends et je vais voir si la maladie est sortie. Et si elle n'est pas sortie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recouper et espérer que la deuxième fois, elle sorte. Et on a fait ça pendant à peu près 2000 ans parce qu'on n'a pas conscience de pourquoi les choses marchent de la manière dont elles marchent. Donc, par exemple, si moi j'ai la grippe, une grippe normale, je vais aller voir un médecin en 1642, il me saigne, on attend une semaine. Au bout d'une semaine, je vais aller mieux parce que mon système immunitaire va se battre contre la grippe et je vais probablement être guéri. Mais mon médecin, il va se dire, la saignée, ça marche. Par contre, si j'ai la tuberculose, on me saigne, une semaine plus tard, je vais pas mieux. On me ressaigne, une semaine plus tard, je vais pas mieux. On me ressaigne, une semaine plus tard, je vais pas mieux. Au bout d'un moment, je vais mourir. Et le médecin ne va pas dire la saignée ne marche pas. Il va se dire la maladie était trop forte. On faisait un peu comme ça avec notre intuition. Les choses qui ont l'air d'être cohérentes, on les accepte. Et les choses qui n'ont pas l'air d'être cohérentes, on les accepte pas. On se demandait pas comment est-ce que ça marche. Et ça nous expose à plein de choses assez drôles. Par exemple, sur ce graphique, vous avez en rouge le nombre de personnes qui sont mortes noyées dans une piscine et en noir, le nombre de films dans lesquels est apparu Nicolas Cage. Il n'y a absolument aucun lien entre ces deux facteurs, mais il y a une corrélation quand même à 66%. Et si je me demande pas comment est-ce que ça marche, je peux me dire, il suffit que Nicolas Cage fasse moins de films pour qu'il y ait moins de personnes qui sont mortes noyées dans des piscines. On peut aller demander à Nicolas, écoute, tu vas être sympa, il y a plein de gens qui meurent noyés dans des piscines à cause de toi, juste arrête de faire des films et on va trouver autre chose. Ça peut vous paraître drôle parce que le fil est un peu trop gros, mais par exemple, j'ai trouvé cette corrélation. Et c'est que des chiffres réels. Par exemple, les cas de Covid en fonction du nombre de McDo. Et si on ne se demande pas comment est-ce que le McDo est en train de faire des cas de Covid, on peut aller se dire, il suffit juste de fermer les McDo pour que les cas de Covid chutent dans le monde.
Et donc ça, ces deux cas sont des cas assez drôles, basés encore une fois sur des chiffres réels, mais on a eu des cas dans l'histoire qui ont eu des conséquences. Par exemple, dans les années 50, et je parle pas d'il y a très très longtemps, ça c'est le New York Times, dans les années 50, les cas de polio et les ventes de glace. Et à l'époque, ils ont fait un rappel des stocks de glace en pensant que les stocks de glace étaient un peu euh, euh, qu'il y avait de la polio, contaminée à la polio. Les médecins ont fait des recommandations à la population de ne plus manger de glace en attendant de voir de quoi il s'agit, alors que l'explication est beaucoup beaucoup plus simple. Est-ce que quelqu'un a une idée euh, de pourquoi est-ce que les cas de polio semblent suivre les glaces? En attendant que vous écrivez les idées, Lise dit en même temps l'obésité semble être le premier facteur aggravant. Absolument, l'obésité est un facteur aggravant, mais là on parle de combien de cas, donc de contamination. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi les polios et les glaces se suivent? C'est pas des enfants, ça aurait pu l'être. Tout simplement, c'est la saisonnalité. On a ce qu'on appelle un facteur confondant, les températures. Quand il fait plus chaud, on achète plus de glace. Quand il fait plus chaud, la polio se répand plus vite. Vu que la température n'est pas sur ce graphe, on appelle ça un facteur confondant, elle est invisible. On va imaginer que les glaces sont en train de causer la polio. Certaines personnes, après avoir fait le rappel des stocks de glace et testé les glaces et qu'il n'y avait rien, ont fait l'hypothèse que peut-être la polio donne des envies de glace et que cette flèche, c'est dans ce sens qu'elle fonctionne. Cette habitude à questionner comment est-ce que les choses marchent, on appelle ça en science un cadre théorique. Par exemple, Einstein a développé des cas théoriques des relations entre la masse d'un objet, la célérité de la lumière et l'énergie, E égale mc carré. En science, on a ce qu'on appelle des modèles théoriques explicites qui peuvent être plus ou moins bons. C'est pas parce que quelque chose marche que c'est vrai. Il faut que j'explique comment est-ce que ça marche. Et selon les disciplines, on a des modèles théoriques plus ou moins solides. En physique, par exemple, les modèles théoriques sont relativement assez solides. Ça nous permet de créer des ordinateurs, des voitures, des satellites. En psychologie, mon domaine, c'est une discipline nouvelle. Nos modèles théoriques ne sont pas très solides. C'est pour ça que on change d'avis, on se trompe, on ne sait pas très bien tout traiter, etc. En science, on appelle ça des modèles théorique explicite. Ce que vous savez peut-être pas, et pourquoi je fais toute cette introduction, c'est que nous, vous, moi, tous, on est tout le temps, notre cerveau est une sorte de machine à tout le temps créer des modèles théoriques dits implicites, dont on n'a pas conscience en formule. Maintenant, vos cerveaux sont en train de créer des modèles théoriques sur moi. Mon cerveau est en train de créer des modèles théoriques sur vous autant qu'il peut, parce que moi, je ne vous vois pas. Vous avez des modèles théoriques sur vos enfants, sur vos partenaires, sur vos boîtes, sur vos collaborateurs, sur votre patron, sur la société. Vous les explicitez pas, mais vous avez des sortes de règles de comment est-ce que ça marche. Par exemple, mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami parce qu'on a des modèles théoriques l'un sur l'autre qui sont très fiables. On peut se prédire, on se complète les phrases l'un de l'autre, etc. Alors que peut-être une personne que je viens de rencontrer, elle est beaucoup plus incertaine pour moi, et donc mes modèles théoriques sont moins bons, et donc j'ai plus de mal à pouvoir l'appréhender. Parce que le but de ces modèles théoriques est quelque chose de très particulier, c'est la prédiction. Notre cerveau est une sorte d'organe, on appelle ça en anglais predictive processing, qui fait du processing prédictif en permanence du monde basé sur ces modèles théoriques. On essaye de prédire qu'est-ce qui va se passer et d'ajuster nos comportements selon nos prédictions. En gros, ce que j'essaie d'exposer, c'est ce concept qui nous vient des années 30, qui est faussement attribué à plein de personnes, mais il nous vient des années 20 et des années 30, qui dit que la carte n'est pas le territoire. Le territoire, c'est le monde réel. Les cartes, c'est une représentation du monde, ces modèles théoriques dont je vous parle. Et ces cartes ne sont jamais à 100% fiables. Il y a tout le temps une sorte d'écart, parce que il y a tout le temps un filtre qui est mon cerveau, qui crée une sorte d'écart où j'ai jamais accès au monde réel. Maintenant, je vous regarde, je vous vois pas avec mes yeux, je vous vois avec mon cerveau. Vous m'entendez pas avec vos oreilles, vous m'entendez avec votre cerveau. Si je touche une surface pour voir si elle est rugueuse ou lisse, c'est mon cerveau. Et donc, il y a une sorte de barrière qu'on peut pas traverser, où nos cartes peuvent être plus ou moins fiables. Il y a une sorte de relativité de l'erreur selon le degré de la qualité de mes prédictions, de combien je connais une personne, de combien j'ai interagi avec quelque chose. La relativité de mon erreur peut devenir bonne ou moins bonne. Et l'incertitude, quelque part. Albert, est-ce que ça veut dire que plus la situation est incertaine, plus mon besoin de prédire ou de faire en sorte d'avoir des prédictions sur le monde va s'accroître? Exactement, mais pas seulement mon besoin de prédire, surtout la qualité de mes prédictions vont devenir moins bonnes. Et c'est ça le problème de l'incertitude, c'est que mes prédictions deviennent beaucoup moins bonnes que, par exemple, prédire que si je vous dis on se donne rendez-vous à 15 heures, mon cerveau se dit à 15 heures, vous allez être là.
Alors que dans des situations d'incertitude, mes modèles de prédiction sont moins bons parce que je ne sais pas, c'est une situation inédite, incertaine, et on va voir dans le reste de la présentation, du coup, comment est-ce que mon cerveau va gérer cette incertitude, comment est-ce que je vais pouvoir prédire pour pouvoir réagir. Mais c'est vraiment ça, nos interactions sociales sont juste des prédictions en permanence les uns des autres. Des fois, on entend quelqu'un dire, mais qu'est-ce qui lui a pris lui? Qu'est-ce qui lui a pris lui? C'est pourquoi est-ce qu'il a été tellement en décalage par rapport à mes modèles prédictifs? Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Il a vraiment pas été comme il est d'habitude. Tout ça, c'est des phrases de prédiction. Les marchés ont flambé. Ont flambé, c'est-à-dire on n'avait pas prédit qu'ils vont réagir de cette manière. Et donc, on va parler de plusieurs facteurs, j'espère, selon le temps qu'on a, de comment est-ce que l'incertitude nous impacte et qu'est-ce que l'incertitude, comment est-ce qu'on pallie les effets de cette incertitude et pourquoi est-ce que ça cause problème quand on essaye de faire société ensemble. On va commencer par parler avec notre perception, parce que vous allez voir, mon cerveau prédit même à un niveau perceptif, pas juste dans les idées, mais même à un niveau perceptif. Puis on parlera un peu de notre interprétation. Comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on prédit ce monde quand on est dans des situations d'incertitude? Comment est-ce qu'on peut parler les uns avec les autres pour mitiger les effets de l'incertitude? Parce qu'on va revenir au boulot le 11 mai. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça se passe le moins pire possible? Et si on a le temps, mais je pense pas, on parlera un peu du contexte. Comment est-ce que le contexte, les signaux qui nous viennent de l'extérieur, les points presse du gouvernement, les recommandations des médecins, les traitements qui pullulent tous les jours, de nouveaux traitements magiques qui vont guérir tout le monde, comment est-ce que cet environnement joue un rôle à me donner une illusion de certitude? Parce qu'il y a l'incertitude, il y a l'illusion de certitude, où je pense que je suis certain, mais en fait pas du tout. Donc on va commencer par notre perception. Je vais vous montrer une sorte d'illusion, d'optique, mais qui est très révélatrice de l'incertitude, parce que vous allez voir, cette image que vous voyez devant vous est une image incertaine. Elle n'est pas une image certaine. Donc c'est difficile quand on est comme ça en virtuel, mais vous allez devoir me croire un peu sur parole. Vous êtes en train de regarder le même écran et certains d'entre vous voient cette danseuse tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et d'autres la voient tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À peu près 20% d'entre vous la voient tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et 80% vous la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour vous prouver que je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, je vais vous donner un coup de pouce. Regardez, si vous regardez à droite puis au centre, la danseuse du centre va commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Indépendamment de ce que vous étiez en train de voir avant, si vous portez votre regard juste quelques fractions de secondes à droite puis au centre, elle va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous regardez à gauche puis au centre, elle va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour vous prouver que je traficote rien, si je vous fais un peu la totale, à droite et au centre, la danseuse du centre tourne dans un sens. À gauche puis au centre, la danseuse du centre tourne dans un autre sens. Et vous pouvez faire changer la danseuse du centre comme vous voulez, selon si vous portez votre regard à droite ou à gauche de la danseuse. Et ma question, c'est quel est le modèle théorique qui régit ça? Pourquoi est-ce que ça, c'est possible? Pourquoi est-ce que ça, c'est possible? Et ça, c'est possible parce que la danseuse du centre est justement incertaine. On appelle ça une illusion bistable. C'est un stimuli qu'on appelle un stimuli ambigu. Il nous manque des informations pour la danseuse du centre. Les informations qui nous manquent, c'est les marqueurs de profondeur. Votre cerveau ne sait pas quand est-ce que la jambe passe devant ou derrière. À droite et à gauche, on a les versions certaines, les versions stabilisées de cette danseuse. On a mis des marqueurs de profondeur. Vous voyez la ligne rouge passer derrière puis devant, et là la ligne bleue passer devant puis derrière. Ça stabilise le truc et donc ça vous donne une seule vision de rotation. Et ce qui va se passer est vraiment très très bête, c'est presque mécanique. Si vous regardez à droite, vous formez ce qu'on appelle un a priori visuel et vous allez réduire l'ambiguïté, vous allez réduire l'incertitude de la danseuse du centre basée sur l'a priori que vous venez de former. Si vous regardez à gauche puis au centre, vous formez un a priori visuel dans le sens des aiguilles d'une montre et vous allez réduire l'ambiguïté dans le sens des aiguilles d'une montre pour cette danseuse. Et ça, on a la première clé un peu de comment est-ce que notre cerveau traite l'incertitude. Il traite l'incertitude quand on ne sait pas en la comparant à mes a priori. Qu'est-ce que je pense en général? Et qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes, pour elles, alternent à droite puis à gauche. Elle fait une sorte de Macarena. Effectivement, pour certaines personnes, elle fait même pas un tour complet et c'est une sorte de troisième manière de voir la même chose. Donc, si on était 3 personnes à regarder ça, parce que c'est une situation incertaine, c'est un stimuli ambigu, une personne peut la voir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
une autre peut l'avoir tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et des personnes comme Amel peuvent l'avoir tournée en alternant et dire bah non, mais elle fait même pas un tour. Et la différence de comment on va appréhender cette image, et on est vraiment encore sur de la perception, on n'est même pas sur de la politique, on n'est pas sur des sujets d'interprétation, etc., dépend juste de nos a priori visuels. C'est la même chose pour nos pensées. Selon les a priori que j'ai, je vais réduire l'incertitude, je vais réduire l'ambiguïté basée sur les a priori que j'ai. Et on reviendra sur quelques exemples de comment ces a priori ont modulé les différents débats publics qu'on a eus sur Covid-19. Donc on peut dire qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, plutôt tel que nous sommes, surtout dans les situations ambiguës. Et donc plus une situation est ambiguë ou incertaine, et plus on peut lui attribuer le sens qu'on veut, basé sur nos a priori. Plus une situation est certaine, et plus c'est compliqué. C'est pour ça, par exemple, qu'en maths, on utilise des formules. Les formules sont, en tout cas les maths, les chiffres, sont peut-être le stimuli le moins incertain, le moins ambigu qu'on connaisse. Si je reprends l'exemple de E égale mc carré, très peu de gens peuvent comprendre ça par « est-ce que tu veux manger une crêpe ?» Indépendamment de où je suis sur la planète, on se comprend. On a une sorte de langage commun qui est non interprétable, où on ne peut pas réduire l'ambiguïté de plusieurs manières. Certains jeux, c'est la même chose. Par exemple, moi, je joue beaucoup aux échecs. Les échecs n'ont pas d'ambiguïté. On les comprend tous de la même manière. C'est pour ça que deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui viennent de cultures complètement différentes, vous les mettez devant un plateau d'échecs, ils peuvent jouer. Par contre, si je veux parler de comment j'éduque mes enfants, là, c'est beaucoup plus incertain, parce que c'est des dimensions humaines. Et donc, on va réduire les ambiguïtés. Et des fois, on voit quelqu'un et dit, mais comment est-ce qu'il parle avec son fils comme ça ou avec sa fille comme ça? L'incertitude nous permet de mettre de soi-même dans le monde. Et malheureusement, des fois, on a besoin de faire société ensemble. Quand on est dans des situations incertaines, chacun y va de ses propres a priori, et ça morcelle un peu le socle commun de réalité qu'on est supposé avoir. Donc, une fois qu'on a réduit l'ambiguïté de la réalité, donc tout ça se passe entre moi et moi-même, puis j'ai besoin d'agir dessus. J'ai besoin de l'actionner. Je vais juste vous montrer, j'ai une diapo qui est cachée, je sais pas pourquoi, je vais juste essayer de la trouver parce que je vais vous la montrer, elle est là. Je sais pas pourquoi elle s'est cachée, pardon. En gros, je vais la descendre, comme ça je continue direct. Hop. En gros, notre interaction avec le monde suit ce schéma qui est assez schématique. Hein. Vous êtes exposé pour la première fois à une information, elle devient une connaissance. Par exemple, vous avez entendu parler de quelqu'un qui a une sorte de maladie en Chine, et vous vous dites, bah ok, je m'en fous. Genre, disons, on est en décembre, tout le monde s'en foutait. Puis vous commencez à avoir plusieurs connaissances autour de cette maladie en Chine. En Italie, des gens sont en train de tomber malades, il y a des problématiques, ça commence à devenir une croyance. Plusieurs connaissances qui coagulent un peu ensemble deviennent une croyance. Et vous pouvez vous dire, ah bah c'est juste une grippe, ou bien, ah c'est très grave, ou bien, ça risque de changer le monde. Cette croyance peut rester au niveau de croyance. J'ai plein de croyances sur lesquelles, genre, j'agis pas du tout. Mais si je veux agir dessus, ça peut devenir une intention. Peut-être qu'il faudrait que j'annule certaines conférences. Ce truc peut être dangereux. Je suis peut-être en train de prendre un risque en prenant des trains toute la journée. Et une intention sur laquelle j'agis, donc sur laquelle j'agis, devient une action. Et il y a plusieurs pièges qui peuvent venir se loger à ces différentes étapes. Par exemple, je peux être exposé à une fausse connaissance, les fameuses fake news. Je peux être exposé à une bonne connaissance, mais avoir une fausse croyance. Par exemple, les cas de polio et de glace que je vous ai montré, c'est des vraies connaissances, mais qui ont fait émerger une fausse croyance qui est que c'est la polio qui cause les glaces, alors que c'est parce que je manquais d'informations. Une croyance peut ne jamais devenir une intention, et une intention peut ne jamais devenir une action. Par exemple, entre l'intention et l'action, on a un trou qu'on appelle le intention action gap. Une forme de intention action gap que vous connaissez tous, c'est la procrastination. Par exemple, moi, j'ai cofondé un laboratoire il y a 1 an où on étudie la intention action gap liée à l'urgence climatique. On a tous des connaissances sur l'urgence climatique, on a des croyances relativement stables que c'est quelque chose d'important. On se dit tous, il faut qu'on se bouge pour le climat, mais on ne le fait pas. On a une sorte de intention action gap liée au climat qu'on étudie. Et donc, une fois qu'on a réduit l'ambiguïté, on revient à ce que Dominique était en train de dire. Quelles sont les heuristiques qu'on met en place? On a besoin de prendre une décision. Pourriez-vous définir la croyance? Une croyance, c'est une manière, pour définir très très simple, Lise demande, pourriez-vous définir davantage la croyance par rapport à la connaissance? Croyance serait comme une conviction. Une conviction, c'est une croyance très très forte. En gros,
les croyances, pour prendre vraiment une explication très basique, très banale, c'est un agencement de connaissances. C'est comment est-ce que plusieurs connaissances s'intègrent entre elles pour faire former une croyance. Je peux par exemple, intégrer plein de connaissances pour avoir une croyance que, je sais pas, manger bio, c'est mieux que manger pas bio, par exemple. C'est des choses qu'on considère comme étant vraies, les croyances, souvent. Et il y a tout un paradoxe sur est-ce que j'ai des croyances que je pense sont pas vraies? Je vais dire oui. Est-ce que je peux les identifier? Ben non, parce que si je peux les identifier, je les abandonnerai. Et c'est tout un paradoxe. Est-ce qu'il y a tout un paradoxe philosophique? On pourra en parler peut-être après ou un autre jour sur comment on considère que nos croyances sont vraies, que toutes nos croyances sont vraies, tout en acceptant qu'on a certaines croyances qui sont fausses. C'est une sorte de paradoxe de la connaissance que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais c'est peut-être parce que c'est un de mes paradoxes préférés. Donc, une fois qu'on a réduit l'ambiguïté, on a besoin de communiquer, on a besoin de prendre une décision, et on fait ça de manière heuristique. Qu'est-ce que ça veut dire heuristique? Heuristique, c'est une manière de résoudre un problème de manière approximative. Par exemple, là, avec le confinement, je cuisine beaucoup plus que j'ai cuisiné de toute ma vie. La cuisine est quelque chose d'heuristique. C'est-à-dire, si je veux faire, par exemple, là, pour le petit déjeuner, j'ai pris des œufs. Je vais pas mesurer au gramme près combien d'œufs je vais mettre, combien de sel je vais mettre, combien de poivre je vais mettre, combien de tomates je vais découper, combien d'oignons je vais découper. Je fais ça à la louche et ça marche relativement bien et mon omelette est relativement bonne. À la différence de, si vous voulez par exemple, une fois je faisais cette conférence et il y avait une personne qui fait de la pâtisserie dans le public, elle m'a dit bah non, la pâtisserie il faut que ça soit exact, et je trouve que c'est une bonne analogie. La pâtisserie on peut pas la faire de manière heuristique, il faut être très très précis, sinon le gâteau il foire. Notre cerveau fonctionne plus comme pour la cuisine que pour la pâtisserie. On fait ça un peu à la louche. L'exemple d'heuristique le plus commun que tout le monde connaît, je vous le fais juste parce que c'est drôle. Je vais faire défiler des diapos et je veux juste que vous répondiez à la question que je vous pose. C'est vraiment tout le monde le connaît, c'est juste pour illustrer un point. Quelle est la couleur de ces nuages? Blanc. Quelle est la couleur de ces feuilles? Blanche. Quelle est la couleur de ce carré? Blanc. Quelle est la couleur de ce verre? Blanc. Quelle est la couleur de cette diapo blanche? Et que boit la vache? Et votre cerveau pense au mot lait. Alors que les vaches, ça boit de l'eau, évidemment. C'est juste que votre cerveau est approximatif. Si on lui dit blanc, 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 liquide lié à la vache, on pense à lait. Et même quand on connaît ce jeu, le mot lait apparaît dans notre cerveau, il faut qu'on l'inhibe pour pouvoir activer le mot eau. En gros, on fonctionne de manière très approximative et ces approximations sont souvent régies par mes a priori, par ce que je connais, par ce qui est disponible un peu dans mon cerveau. On pense qu'on fait ça pour des raisons d'efficience. Si vous voulez ressentir vos heuristiques, ça c'est une tâche qu'on utilise à l'hôpital pour tester les personnes qui ont ce qu'on appelle un syndrome frontal, parce que c'est au niveau frontal qu'on peut inhiber nos heuristiques et activer d'autres heuristiques. L'exercice est très simple. Je veux que vous lisiez, vous choisissiez n'importe quelle ligne et vous la lisez. Je vais vous les montrer, par exemple, bleu, rouge, jaune, jaune, vert. Et donc ça c'est le premier truc. Vous allez faire ça de manière heuristique, c'est très facile. Rouge, bleu, vert, jaune, vert. Et dans un deuxième temps, je veux que vous essayiez chez vous, au lieu de lire le mot, de lire la couleur de la police. Par exemple, ça fera ici jaune, bleu, vert, rouge, bleu. Je pense que je ne me suis pas trompé. Et si vous essayez de faire ça, vous allez voir que ça requiert une sorte d'effort. C'est quelque chose qui vous coûte. Ça vient pas très facilement. C'est le coût presque biologique d'inhiber vos heuristiques, qui sont des heuristiques de lecture, et d'activer quelque chose de plus déclaratif, qui est de lire la couleur de la police, chose qu'on fait jamais. Pendant que certains d'entre vous essayent de faire ça, Olivier demande quelle est l'analogie entre incertitude et imprévu. Je pense que j'y ai jamais pensé, donc je me lance un peu comme ça. Mais je pense que imprévu, c'est peut-être sur des événements. Incertitude, ça peut être quelque chose de plus global. Je pense que c'est une différence sémantique plus qu'une différence au niveau de notre psychologie. Un imprévu, c'est quelque chose qui vient casser le plan prédictif de mon cerveau. Par exemple, je prédis que je vais prendre le métro à 16h quand on prenait encore le métro pour aller à mon rendez-vous à 16h30 parce que je me dis que ça va me prendre 20 minutes et il y a un imprévu, il y a un problème dans la rame de métro. Mon heure d'arrivée devient incertaine et je pense que ça peut activer des mécanismes de réduction de comment est-ce que je vais retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire rentrer cet imprévu dans mes modèles prédictifs pour corriger. Par exemple, je peux envoyer un texto, dire je suis désolé, comment est-ce que je peux faire. Mais je pense que c'est plus l'imprévu, et encore une fois, je donne une réponse comme ça sur le tas. Je pense que l'imprévu, c'est une sorte
forme particulière d'incertitude qui est liée à des événements. Albert, je crois que Jules voudrait revenir sur une question. Oui, Albert, Vas-y, Jules. la question d'Emmanuel Clément qui a été posée tout à l'heure, sans avoir de certitude, le cerveau met des priorités qui lui donnent une orientation. Oui. Comment Oui. on rend compte l'hétérogénéité des priorités? Ah oui, j'ai raté cette question. Alors, sans avoir de certitude, le cerveau met des priorités qui lui donnent une orientation. Bah, la question directement qu'on va se poser, c'est d'où viennent ces priorités? Et ces priorités viennent souvent de nos a priori. Donc, en gros, mon vécu. Parce que on n'est pas une sorte de tabula rasa, on n'est pas une sorte de table rase qui vient sans rien. On a des a priori. Et l'hétérogénéité des priorités, on va des fois être par exemple dans des paralysies de choix, on n'y arrive pas et donc on ne sait pas quoi faire, on est paralysé par ça. Des fois, il faut jamais oublier, on parle souvent de l'individu quand on parle de psychologie, mais on est des animaux sociaux. Des fois, on va demander du conseil à d'autres qui ont peut-être moins d'incertitude et donc pouvoir nous aiguiller. Et au final, c'est souvent aussi basé sur des théories qu'on appelle de la dissonance cognitive. Ça dépend qu'est-ce qui va me causer le moins de tension. Je vais réorganiser mes priorités de la manière qui va être la plus acceptable par rapport à ça peut être mes valeurs, les choses qui sont le plus importantes, mais en tout cas, ce qui va me causer le moins de tension interne possible. Si j'ai bien compris la question. Si ça répond pas, Emmanuel, n'hésite pas à me relancer sur ce point. Merci Albert, on est à 30 minutes. Oui, alors je vais juste finir par une sorte de conclusion sur qu'est-ce qu'on peut faire du coup. Où sont mes diapos? Hop, elles sont là. Du coup, pour continuer le temps que je fasse ça, l'incertitude, par exemple, nous permet de faire, par exemple, de réorganiser le monde, comme je vous disais, basé sur ce que j'ai envie d'avoir. C'est ce qu'on appelle le raisonnement motivé. On le voit beaucoup, par exemple, sur tout ce qui est fake news. S'il y a une fausse information qui vient confirmer ce que je crois déjà, je vais l'accepter. Et si elle l'infirme, je vais moins l'accepter. Comme par exemple sur des sujets, si moi je crois, je sais pas que la technologie, c'est quelque chose de très mauvais. Je vais avoir plus tendance à croire que Bill Gates a quelque chose à voir avec le coronavirus ou que la 5G va venir m'empoisonner. Si moi, je suis plus, j'ai des a priori qui disent que le corps a une sorte de sagesse interne, je vais me dire, bah le corona, c'est pas dangereux. Il faut juste que je mange sainement pour activer les défenses naturelles de mon corps et le corona ne me fera pas du mal. C'est vrai, on appelle ça des raisonnements motivés. Le raisonnement motivé, c'est quand j'essaye de me convaincre de ce que je crois déjà au lieu de suivre les preuves et d'arriver où j'ai envie d'être. Mais je voulais finir juste par qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, dans une situation d'incertitude, méfiez-vous de l'évidence, elle change continuellement. Sur le virus, ça change beaucoup, que ce soit sur les masques, sur qu'est-ce qu'on peut faire, même sur la nature de la maladie. Au début, on pensait que c'était une maladie respiratoire. Là, on se dit que c'est une maladie inflammatoire. Et c'est très important de ne pas avoir honte de changer d'avis. Moi, au début, comme beaucoup de gens, je me disais que ce truc, ça va juste être une grippe banale. Et après, on a découvert que pas. Et il ne faut pas s'agripper à ce à quoi on croit. Quand vous parlez aux autres, dites-vous qu'ils ont les mêmes biais que vous. Et du coup, d'essayer d'expliciter ce que vous voulez dire, de vous adapter à la personne avec qui vous discutez, d'éviter les non-dits pour éviter autant que possible que votre parole soit aussi incertaine. Par exemple, on a donné on a tous entendu les exemples qui sont liés à la communication du gouvernement, par exemple, d'éviter les injonctions paradoxales, de dire vous devez rester chez vous, mais vous pouvez aller voter pour les municipales. Par exemple, maintenant, le 11 mai, on peut sortir pour aller au travail, mais les parcs vont rester fermés, etc. Les injonctions paradoxales, je vous recommande avec vos collaborateurs au travail d'essayer d'avoir autant d'homogénéité, autant de cohérence possible, parce que l'incohérence multipliée par l'incertitude, ça crée une sorte de cocktail assez problématique. De pondérer vos opinions, c'est pas obligé d'être pour ou contre. Vous pouvez dire, bah, sur le traitement, je sais pas, les différents traitements, bah, j'attends d'avoir des données plus solides. Je suis pas obligé ni de défendre, ni d'attaquer certains traitements proposés, surtout si je suis ni virologue, ni épidémiologue, de pondérer, de dire sur ça, j'ai 20% de conviction dans mon opinion. Être attaché à pourquoi vous avez une opinion plutôt qu'à l'opinion en elle-même. Est-ce que je comprends le modèle théorique que j'ai derrière mon opinion? Si je crois, par exemple, que le corona, il va pas y avoir un deuxième pic, est-ce que je sais pourquoi?
Et si je crois qu'il va y avoir un deuxième pic, est-ce que je sais pourquoi aussi, au lieu de juste être attaché parce que quelqu'un en qui j'ai confiance l'a dit? Et finalement, je vais finir avec deux citations que j'aime beaucoup. La première, c'est celle-ci. Une des idées les plus dangereuses qu'on peut avoir, c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde serait un endroit meilleur. J'entends souvent parler de les gens, ils font ci, par exemple, sur les parcs. J'ai eu plein de débats sur les parcs avec plein de personnes qui me disent ouais, mais les gens ne vont jamais respecter. Et à chaque fois que je demande à une personne qui me dit ça, mais toi, tu respecterais? Elle me dit oui, moi, je respecterais, mais tu sais, les gens, non. Et pourquoi? Genre, pourquoi est-ce que je serais meilleur que les autres? C'est une sorte d'infantilisation des autres, que c'est des enfants qu'il faut qu'on contrôle, mais moi pas. Moi, je vais être respectueux, mais les autres non. Alors qu'on est tous un peu moyens, c'est ça la définition d'une moyenne. Et je finirai, c'est vraiment la dernière diapo, par cette citation du Dr Who. Qu'est-ce que réfléchir si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis? Parce que c'est vraiment ça, pouvoir réfléchir. Et en situation d'incertitude, c'est plus nécessaire que jamais d'être vraiment prêt à changer d'avis au fil des informations qui nous arrivent. On est encore très très loin d'avoir tout compris sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est important qu'on fasse tous preuve de bienveillance vis-à-vis de l'autre qui change d'avis et de tolérance vis-à-vis de soi, de se dire oui, je change d'avis parce que c'est une situation d'incertitude. Je suis pas une sorte de girouette et j'ai pas d'opinion. Non, c'est une situation incertaine et j'ai besoin de pouvoir m'adapter au gré des informations qui nous arrivent, de mettre à jour mes croyances, pour mettre à jour mes intentions, pour mettre à jour mes actions. Si ces sujets vous intéressent, comme disait Dominique au début, j'ai écrit un livre qui reprend un peu ce qu'on a vu, plus quelques autres facteurs qui viennent moduler nos incertitudes et nos réductions de l'ambiguïté et nos modèles théoriques. Merci beaucoup. C'était rapide, mais j'espère que c'était stimulant pour vous. Martin dit, il s'agit donc d'humilité. Oui, c'est une forme d'unité intellectuelle, absolument. Les questions vont venir. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas s'agripper à ses croyances? Et est-ce que l'humanité n'est pas en train de se diviser entre ceux qui ont des croyances très fortes et qui n'acceptent pas de les remettre en cause, et ceux qui, au contraire, vont être plus fluides? C'est une sorte oui, c'est un peu ça. Et le problème, c'est que c'est pas qu'il y a une partie de l'humanité qui s'agrippe à ces certitudes, c'est qu'il y a plusieurs parties de l'humanité qui s'agrippent à des certitudes qui sont des fois exclusives les uns entre les autres. Et du coup, on s'exclut alors qu'on est des animaux sociaux. On a besoin de faire une sorte de socle commun de réalité. Il y a une différence énorme entre les désaccords d'opinion et les désaccords de fait. Les désaccords d'opinion, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Tout le monde connaît. Je vais juste ouvrir un truc où je peux dessiner. Et je vais vous faire un dessin. Ça va être plus simple. On va utiliser la technologie à notre avantage. Tout le monde connaît ce dessin. C'est un 6. Et il y a une personne qui est ici, qui regarde de là. Désolé, mais je dessine avec une souris, c'est pas très évident. Une personne qui est là. Hop. Et cette personne dit, je vois un 6, et cette personne... Tu n'es plus en partage d'écran, Albert. Ah, ok, je reviendrai. Alors, un instant, hop, un 9. Je vais remettre le partage d'écran. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un chiffre. La personne qui est là voit un 9, la personne qui est là voit un 6. Et ça, c'est une différence d'opinion. Ça enrichit métaphoriquement le débat démocratique parce que cette personne peut dire à cette personne, viens de ce côté et tu verras que moi je vois un 6 et cette personne peut dire à cette personne, viens de ce côté et tu verras que je vois un 9. Le problème, c'est quand une troisième personne vient et dit, bah, moi je vois un arbre ou bien moi je vois un 4. C'est plus des différences d'opinion, c'est une différence sur le socle de la réalité. Et dans ce cas-là, comment est-ce que ces deux personnes vont pouvoir parler avec celle-ci? Ils peuvent pas vraiment interagir avec. Elle est vraiment sur une réalité particulière. Et le danger d'aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est que on a des différences sur la réalité des choses. On peut ne pas être d'accord sur si l'hydroxychloroquine marche ou si on veut utiliser une autre molécule, mais on peut discuter, faire des protocoles expérimentaux et avoir un résultat et arriver à une sorte de consensus, ou en tout cas accepter le dissensus. Le problème aujourd'hui, le danger aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui disent, mais en fait, le coronavirus, ça n'existe pas. Genre, c'est un truc c'est une invention. Et là, on peut plus vraiment parler. Et c'est ça le danger. De s'agripper à des certitudes que d'autres, où j'ai pas d'espoir de pouvoir donner accès à l'autre pour qu'on puisse fonctionner ensemble. En évoquant ça, on est en train d'arriver aussi sur l'accompagnement du changement, qui va être un des sujets importants pendant le déconfinement. Oui. Dans votre livre, vous citez pas mal de choses. Je pensais notamment au nudge, oui. Tout le travail de Richard Thaler. Le nudge, c'est le petit coup de coude qui fait que
on dit allez, vas-y, bouge, regarde. Voilà, sans faire vraiment de la coercition trop importante. Vous pouvez un peu commenter là-dessus? Oui, alors je peux vous montrer, si vous voulez, des exemples de nudge, ça va être plus simple. Il y a des avantages et des désavantages sur le nudge. Alors le nudge, effectivement, c'est une sorte de coup de pouce. Le nudge le plus connu, c'est probablement celui-ci. Vous voulez que les toilettes soient plus propres dans un aéroport. Ils ont mis des affiches dans les toilettes, genre veuillez laisser cet endroit propre, etc. Rien ne marchait. Et deux personnes sont venues, ont mis un autocollant d'une mouche dans l'urinoir dans les toilettes des hommes. Et les toilettes étaient 70% plus propres parce que tous les hommes voulaient viser la mouche en faisant pipi. Et du coup, ils visaient mieux que d'habitude. Il y a eu plein d'autres nudges depuis. Par exemple, ça, c'est un de mes nudges préférés. Qui est le meilleur joueur de foot au monde, Ronaldo ou Messi? Et les gens doivent voter avec leurs mégots de clope. Et les gens allaient dans la rue ramasser des mégots pour pas que Messi dépasse Ronaldo ou Ronaldo dépasse Messi. C'est une sorte d'incitation douce. C'est des outils qui sont utilisés pas mal. Par contre, il faut juste faire attention à leur dérive qui devient des sortes de nudger sans qu'il y ait une éducation, sans qu'il y ait une explicitation, sans expliquer les modèles théoriques derrière. Et surtout, le nudge, dans la durée, l'effet s'estompe relativement. Et donc, souvent, c'est utilisé juste pour une sorte d'initiation à l'action. Par exemple, motiver les gens pour prendre les escaliers, mais à terme, le truc du piano va devenir moins important. L'espoir, c'est que les gens ressentent les bénéfices de faire une activité physique et continuent de le faire. Par exemple, là, quand on enlève une clope, on perd une dent. Et l'idée, c'est de motiver les gens à ne plus avoir ça. Par exemple, ici, à chaque fois qu'on utilise un papier, ben, on voit que la forêt amazonienne est réduite pour incarner un peu l'impact d'une action. Mais encore une fois, c'est un outil parmi d'autres qu'on peut mettre en place, qui peuvent être utiles dans certaines situations. Il y a une unité de nudge au gouvernement français qui font des choses sur par exemple, réduire l'utilisation du bois pour se réchauffer, la réinsertion professionnelle, des choses comme ça. Et dans le cadre des entreprises, il peut y avoir plusieurs nudges, par exemple, qui peuvent être utilisés, notamment pour respecter la distanciation sociale, par exemple. Mais ça nous évite pas de devoir faire aussi de la pédagogie et surtout de confronter nos incertitudes pour conserver ce socle de réalité commune. Merci beaucoup, Albert. Ce qu'on vous propose, comme il y a énormément de choses à dire, nous allons prendre 10 à 15 minutes de plus sur le temps prévu. Jules, je te passe la parole. Oui, Albert, il y a plusieurs questions que tu vois peut-être, mais je reviens sur celle de Dominique, Dominique Kozic, qui est en lien avec ce que tu racontais. Alors, Aristote, l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit, et qui insiste surtout sur l'idée que le danger, c'est l'immédiateté, la nécessité d'avoir tout de suite la bonne réponse à la question, d'où le risque d'erreur. En effet, qu'est-ce que change? Absolument, absolument. Et ça vient J'ai écrit un article sur ce sujet. Je vais vous montrer, pas mon article, mais l'article de recherche sur lequel c'est basé. Je suis complètement d'accord avec ça et je pense que c'est très important d'accepter de partager l'incertitude avec les gens. On a cette idée très paternaliste que les gens ont besoin d'être rassurés, qu'il ne faut pas transmettre l'incertitude parce que, on a besoin d'affirmer pour pouvoir assurer les gens. Alors que quand vous regardez, par exemple, ça c'est une de mes études préférées, c'est pas moi qui l'ai fait, pour ceux qui comprennent l'anglais, je partage l'écran pour ceux qui connaissent l'anglais. L'effet de communiquer l'incertitude sur la confiance du public dans les chiffres et dans les faits. Et si vous regardez la phrase la plus importante, c'est un peu ici, et je vais la traduire. Savoir cela, donc savoir les résultats de leur étude, devrait permettre aux académiciens et aux communicateurs en sciences, comme moi, mais je pense aussi que ça s'étend aux politiciens, d'être plus transparents sur les limites de notre connaissance. C'est très important que le savant doute. C'est très important que le sage réfléchisse. Je pense que c'est encore plus important que tout le monde partage leurs doutes, partage leurs incertitudes et qu'on sorte un peu de cette vision que les gens cherchent tout le temps à être de traiter les personnes comme un peu des enfants. Il faut qu'on leur mente pour les rassurer parce que moi, encore une fois, c'est cette chose de croire que moi, j'ai une sorte, si tout le monde était comme moi, ça irait mieux. C'est juste que tout le monde n'est pas comme moi, donc ils peuvent pas supporter ce que moi je peux supporter. Et vraiment, la recherche nous montre qu'il n'y a aucune raison de faire ça. Au contraire, plus on est transparent, plus on va donner ce qu'on appelle de l'agentivité à l'autre, lui permettre d'être agent, que ces modèles prédictifs
puisse être plus efficace parce que notre cerveau peut intégrer dans son modèle prédictif que là, sur ce point, je sais pas. Et donc, c'est mieux que des illusions de certitude ou des illusions de croyances. Et comme dit Martin, on rentre dans le domaine de la communication. Absolument. Une grande partie par exemple, moi, j'ai fait ma thèse sur la phobie sociale. Une grande partie de mon travail est sur ce qu'on appelle la cognition sociale. C'est-à-dire comment est-ce que les uns et les autres, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce que les interactions de nos cerveaux fonctionnent. C'est pas de la communication dans le sens marketing, etc., mais c'est comment est-ce que chacun réduit les paroles qu'il entend de l'autre et les interactions de cette cognition sociale. Et on pense souvent qu'on a besoin de rassurer, et c'est pas vrai. On supporte très bien quand on est transparent et on nous explique le pourquoi de l'incertitude. Ça marche relativement bien. Et est-ce le comportement de certains partis politiques ce paternalisme? Je pense pas que ce soit. Moi, je sépare pas les politiciens des autres humains. Souvent, quand on parle des décideurs publics, c'est comme s'ils n'obéissent pas aux mêmes règles que nous. Je pense que c'est le comportement de plusieurs personnes, qu'ils soient politiciens ou pas. C'est vraiment, on a cette sorte de croyance généralisée qu'il faut que je rassure. Et c'est pas vrai même pour les enfants. Vous pouvez partager l'incertitude avec les enfants. Ils vont être peut-être un peu stressés, ça va peut-être un peu gênant pour eux, mais ça peut leur permettre, par exemple, d'appréhender ce qu'on appelle la tolérance à la frustration. Ils vont développer leur capacité à tolérer l'incertitude. Et en lien avec cette question de communication, merci Albert, la question de Karine qui était un peu plus haut, comment aider autrui à gagner en bienveillance et en tolérance selon vous? Je pense que là aussi, ça va paraître un peu bizarre, mais pour moi, on commence tout le temps par soi. Genre, est-ce que, par exemple, disons que je suis face à quelqu'un qui est en train de vouloir me convaincre que la Terre est plate. Je crois pas que la Terre est plate, mais il veut essayer de me convaincre qu'on appelle ça les platistes. Souvent, les gens me demandent, comment est-ce que tu peux faire pour leur prouver qu'ils ont tort? Je vais leur dire, au début, je vais commencer par leur montrer que je suis qu'ils ont une chance de me changer d'avis. Si quelqu'un vient et m'apporte des preuves assez solides pour me convaincre que la Terre est plate, soit je changerai d'avis. Mais il faut juste qu'il ait des preuves assez importantes. Donc, je vais commencer par moi me mettre dans une posture de tolérance vis-à-vis de ce que lui, il dit et espérer que lui, il fera de même. Mais si moi, je rentre dans un débat où mon but, c'est de montrer à l'autre que moi, j'ai raison, il faut pas être surpris que lui, il va faire la même chose. Et encore une fois, sans tomber dans une sorte de faux relativisme que tout se vaut. C'est une sorte de posture intellectuelle, de bienveillance vis-à-vis de l'autre, d'incertitude, de lui dire, écoute, si toi tu es certain, explique-moi pourquoi. Moi, je te dis que je suis incertain. Mais juste explique-moi, donne-moi accès à ton intention, donne-moi accès à tes croyances, donne-moi accès à tes connaissances et ne viens pas me les dire d'un côté. Et prise de décision pour le dirigeant en période d'incertitude, montrer ses doutes, je pense pas que ça soit un danger pour le leadership. Je pense qu'on a vraiment des sortes de valeurs inversées. Je fais des conférences pour des chefs d'entreprise avec une association qui s'appelle l'APM, l'association Progrès par le Management, pour ceux qui connaissent. Et mon expertise, c'est l'importance du doute dans la prise de décision pour les dirigeants. Et en gros, je leur fais des formations d'une journée où je leur explique pourquoi, pour un dirigeant, le plus important, c'est de douter de soi, de savoir quand est-ce que je ne devrais pas me faire confiance. Et au contraire, je pense que c'est très, très apprécié. Je suis en ce moment 3 boîtes dans leur période de confinement et de déconfinement. Et les retours, donc on envoie des questionnaires, on évalue la psychologie des différents collaborateurs. Et ceux qui sont en train les employés qui le vivent le mieux, c'est les entreprises, c'est dans les entreprises qui sont le plus transparents. Par exemple, il y a une boîte que je suis en train de suivre, le fondateur, qui est aussi le CEO de la boîte, fait un point Skype ou Zoom, je sais plus quoi, chaque lundi à 10h du matin, où il répond aux questions de ses employés, et il répond de manière hyper candide, que ça soit sur l'état de la boîte, les risques de potentiel de licenciement, de chômage technique, etc., etc., etc. Ça dépend comment on l'apporte. C'est-à-dire, si moi, je suis en train de vous montrer mes doutes en mode, genre, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, on est un peu dans la merde, etc., oui, c'est un danger pour mon leadership. Mais si moi, je suis en train de montrer mes doutes et de vous donner accès à la raison de pourquoi ce doute est là, là, au contraire, je vous donne accès à mon monde interne, qui est la barrière ultime à laquelle on ne peut pas traverser. Vous pouvez jamais savoir ce que je pense si je vous le dis pas, sauf si vous êtes télépathe, mais jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé. C'est combien est-ce que je donne accès à mon raisonnement, que vous partagiez vos doutes ou vos certitudes sans expliquer pourquoi. Je pense que c'est un danger pour le leadership. Un dirigeant qui dit « je suis certain, c'est comme ça » et qui explique pas comme pourquoi, c'est tout aussi absurde qu'un dirigeant qui dit « je ne sais pas ce qu'on va faire, je suis dans l'incertitude » et qui explique pas pourquoi. Alors qu'un dirigeant qui dit « je suis certain, on va faire ça et voilà pourquoi » ou « je suis incertain, je sais pas ce qu'on va faire et voilà pourquoi »,
c'est toujours une bonne chose. C'est combien est-ce qu'on donne accès au monde derrière. Est-ce que derrière, il n'y a pas un aspect émotionnel quand même très fort qu'on va retrouver si je gère mon incertitude du mieux possible? Cela n'empêche pas que je la projette sur mes proches, dans ma famille, ou sur les personnes avec qui je travaille, notamment en position de leadership. Si, bien sûr qu'il y a des émotionnalités derrière. Après, mais c'est un autre sujet, on pourrait faire toute une conférence aussi derrière. Moi, je ne sépare pas la rationalité de l'émotionnalité. Pour moi, c'est un système binaire qui est un peu illusoire. Il y a un livre qui touche un peu à ça, mais plus sur le corps et l'esprit, qui s'appelle Les mirages de la certitude, qui montre combien est-ce que ça nous a retardé de séparer le corps de l'esprit. Et je cherche, mais j'espère que quelqu'un va écrire ce livre, combien ça nous a retardé, cette séparation des émotions et de la rationalité, de dire soit moins émotionnel, soit plus rationnel, etc. C'est des tares de notre langage. Quand je dis soit moins émotionnel, je suis souvent en train de dire à quelqu'un, par exemple, soit moins égoïste et plus de compassion. On est tout le temps dans un registre émotionnel et rationnel. La question, c'est quelle rationalité est-ce que je mets en avant et quelle émotion est-ce que je mets en avant. Mais bien sûr que c'est un très, très grand driver, c'est quelque chose qui va gérer mes réductions de l'ambiguïté et ma communication de cette incertitude. Bien sûr, absolument. Il y a un autre très gros sujet derrière, je pensais à Elisabeth Roudinesco, c'est tout le besoin de croire. Et le besoin de croire, c'est ce qui va ancrer la croyance et rendre cette fluidité que vous évoquez difficile. Oui, je remplacerai le mot croire par conteur d'histoire, le besoin de réorganiser la réalité dans une sorte de narrative. Il y a un chercheur qui s'appelle Michael Gazzaniga. Lui et son directeur qui s'appelait Sperry ont gagné une sorte de prix Nobel pour leur découverte dans le cerveau d'une zone dont le rôle, ça s'appelle le interpreter brain, le cerveau interprète, dont le rôle c'est de réorganiser une sorte de récit pour donner une sorte de direction et de cohérence et de suivi dans notre vécu. Et effectivement, tout a besoin de rentrer dans ce récit. Par exemple, un de mes hobbies, c'est de faire des tours de magie. Et quand on fait des tours de magie, souvent, c'est pas les yeux qu'on est en train de berner. C'est le cerveau, c'est le conteur d'histoire. C'est-à-dire, votre cerveau va vous raconter une histoire et le magicien va prendre ça à contre-pied. Et on a ce besoin de réorganiser le réel dans une sorte de récit, mon récit de vie ou le récit de votre vie, etc. Et que tout rentre dans ce récit et que ce soit cohérent et clean et propre. Merci. D'autres questions peut-être? On arrive dans la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a de votre part d'autres questions? Elles viennent par le chat, peu par les questions. Oui, tout est dans le chat en fait. Je pense. Oui, tout est dans le chat. Ouais. Il y avait une question de Martin, savoir si le fait de questionner autrui pour interroger les croyances était proche de la maïeutique. Oui, bien sûr, c'est les entretiens maïeutiques, les entretiens épistémologiques. C'est juste que dans ces cas-là, le questionnement peut être des fois difficile. Ce qu'on voudrait faire, quelque part, vu que moi je travaille sur le raisonnement critique sur soi plus que sur les autres, c'est d'éviter de pousser l'autre à faire un entretien épistémique ou la maïeutique et d'accoucher de la raison de nos connaissances directement, de sorte genre spontanée, qu'on soit plus dans une démarche active de maïeutique. Mais effectivement. Il y a une question sur les techniques heuristiques, de revenir sur les techniques heuristiques. Et puis, il y a plein d'autres sujets qui sont en train de sortir. Oui, de la self-maïeutique, exactement. Oui. Et imaginons des futurs aussi, c'est intéressant tout ça. Alors sur les heuristiques, encore une fois, c'est juste qu'on fait des approximations pour des raisons d'efficience. On ne peut pas prendre en compte tous les facteurs à chaque fois, donc on fait des raccourcis qui marchent très 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 bien. Par exemple, je sais pas, jeter ma bague et l'attraper, je viens de faire une heuristique. Mon cerveau ne calcule pas l'angle d'attaque, la gravité sur ce point, etc. On fait ça à la louche et ça marche. Et des fois, je me loupe et j'attrape pas ma bague. On fait la même chose pour notre raisonnement. On fait ça basé sur ce qui est le plus disponible et on gère ça comme ça. Et Karine qui dit « J'entends que l'incertitude est très juste et en même temps on sait que cela crée du stress ». Oui, cela crée du stress pour des raisons qu'on comprend. On a un modèle théorique de pourquoi l'incertitude cause du stress. C'est pour des raisons évolutionnistes. Si je suis pour faire très très court, je suis dans une forêt et j'entends un bruit dans les feuillages, je sais pas c'est quoi, je suis incertain. Il vaut mieux stresser et se dire c'est un prédateur et fuir et qu'il n'y ait rien que ne pas stresser, se dire il n'y a rien et qu'il y a un prédateur et que je finisse mort. Donc effectivement, ça cause du stress.
Mais quelque part, par exemple, l'incertitude du Covid, les personnes stressées sont les personnes qui ont eu les meilleurs gestes barrières et donc qui ont le plus de chances de ne pas tomber malade. C'est un cas très joli, pour moi en tout cas très élégant, qui montre où le stress a une fonction qui est utile. Stresser au début du confinement, c'était une bonne chose. Après, continuer à être stressé, c'est un peu plus problématique. En tout cas, stressé à l'idée d'avoir la maladie, parce que, par exemple, stressé, donc activer ces mécanismes de fuite parce que je suis pas sûr de ma situation financière, ça va être plus délétère. Mais comment est-ce qu'on revalorise l'incertitude alors que notre cerveau a du mal à l'accepter? Notre cerveau n'a pas de mal à accepter l'incertitude si on comprend pourquoi est-ce qu'elle est incertaine. C'est-à-dire, on peut être dans une situation d'incertitude, mais comprendre pourquoi elle est là. Et dans ce cas-là, elle est beaucoup plus facile à gérer. Et il y a Jules qui peut discuter avec vous de ce sujet, si vous voulez. Très bien. Jules, une dernière question peut-être? Ok, bah écoutez, le replay est disponible. La question a été posée par certains. Un immense merci Albert pour Merci un moment passionnant de recul où on a vécu de l'incertitude mélangée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis vous pouvez retrouver Albert donc via Philonomiste, mais aussi sur YouTube, sur ses livres. Et nous vous disons à bientôt sur d'autres webinars organisés par Arcaneo HR et Philonomiste. À bientôt. Au revoir. Au revoir.